Bien, je reprends, si vous permettez, quand j'ai été interrompu tout à l'heure pour une urgence médicale dans ma commune. Dans cette période, c'est, vous le comprendrez aisément, ma priorité. J'évoquais donc les diapos ayant trait au massacre du 8 mai 45, à Sétif, à Guelma, à Kerata notamment. Ces massacres vont marquer, je dirais, le point de non-retour. À partir de ce moment-là, il est impossible, absolument impossible, de renouer les fils du dialogue. Sur les événements eux-mêmes, d'abord, ils sont passés sous silence en métropole, bien évidemment. C'est vrai que le 8 mai 1945, on a autre chose à célébrer et l'opinion est toute à la joie de la mise à mort du régime hitlérien. C'est vrai aussi que les autorités françaises vont tout faire pour étouffer les choses et aujourd'hui encore l'incertitude règne. Cet événement pour l'historiographie algérienne est emblématique et ce serait à dessein, volontairement, que les autorités françaises auraient fait tirer sur la foule dès lors que l'emblème national algérien, comme je vous l'ai dit, je crois, qui a été conçu dans la fin des années 1930, cet emblème national, les autorités françaises ne voulaient pas qu'il soit brandi durant ces manifestations, et dès lors qu'il aurait été brandi, l'armée de la colonisation aurait, à dessein, volontairement ouvert le feu pour provoquer un abominable massacre. Et de fait, le chiffre des victimes est aujourd'hui encore discuté. Le consulat américain à Alger évoquera dès 1945 le chiffre énorme de 40 000 morts. Les autorités françaises parleront de chiffres beaucoup plus bas, mais néanmoins effrayants, de l'ordre de 10 000 morts. Mais peu importe cette comptabilité macabre, ce qu'il y a de clair, c'est que, comme le dira le général Duval, qui commande les forces françaises en Algérie alors, nous avons gagné la paix pour 10 ans. Et de fait, beaucoup d'aspects de la situation ressemblent, si vous voulez, à un volcan entre deux éruptions. Apparemment, il n'y a rien, mais dans la croûte terrestre, ça bout. Et la pression s'accumule jusqu'à ce que le bouchon ne puisse qu'exploser. Et donc, cette affaire-là va, comment dire, contribuer à pourrir la situation jusqu'à ce qu'une nouvelle phase d'explosion ne débute à compter de l'insurrection de 1954, à Toussaint de 1954. Un mot quand même pour, si vous le permettez, pour nuancer un peu mon propos. Il y a eu, en 1947, donc 2 ans après ces massacres, il y a eu une tentative qui peut-être, je dis bien peut-être, aurait pu faire en sorte que les choses se passent mieux. C'est à l'initiative du gouverneur général d'Algérie, Yves Châtaigneau,
ce qu'on a appelé le statut de l'Algérie. Un mot sur Yves Châteillon. C'est un haut fonctionnaire qui a été le chef de l'administration, chef de la fonction publique, dirait-on aujourd'hui, sous le gouvernement de Léon Blum en 1936. C'est un socialiste, humaniste, réellement engagé, et qui comprend très bien que la situation faite à la majorité de la population musulmane est absolument intolérable et ne peut que déboucher à terme sur quelque chose qui finalement sera pire et qui ne se résoudra que dans la violence. Donc c'est quelque chose qui le choque et il va tenter de mettre en place un système de double représentativité. Donc ce statut repose sur ce qu'on appelle le double collège. L'ensemble de la population musulmane sera électrice dans un collège électoral réservé aux musulmans. L'ensemble de la population européenne, d'origine européenne, sera, électrice dans le collège réservé aux Européens. Ainsi, les musulmans auront une forme de parité dans la représentativité des institutions mises en place en Algérie, et notamment pourront prendre en charge les questions qui les concernent directement. Le problème, c'est que en 1947, comme vous le savez maintenant, la France connaît une année terrible, celle où, au second semestre, en tout cas à l'automne 1947, elle bascule progressivement dans la culture politique de guerre froide, celle où, du fait de la double opposition au régime républicain, incarné d'une part par les communistes, dont on peut difficilement dire qu'ils sont à gauche, mais assurément dire qu'ils sont à l'est, à partir de ce moment-là, et les gaullistes, dont la conception de la démocratie paraît bien autoritaire par sa critique du parlementarisme, tout simplement, profondément étranger à la tradition républicaine française, depuis qu'en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte avait été élu président de la République au suffrage universel. C'est de là que ça vient, cette affaire-là. Cette quatrième République a, même si c'est un peu léger comme explication, bien d'autres chats à fouetter que ce qui se passe en Algérie. Et donc, l'opinion des colons, qui ne sont pas des grands colons, dans la immense majorité, qui incarnent, je dirais, une forme de classe moyenne, salariée, votant plutôt à gauche, d'ailleurs, en métropole, sous la pression de l'armée, sous la pression de la droite, dans ce contexte qu'on appelle la troisième force, où le Parti socialiste est contraint de manger son chapeau pour finalement parvenir à ce qu'est son objectif, la survie de l'institution républicaine et démocratique. Bref, tout cela concourt à ne pas prendre en compte les recommandations de Châteillon, et donc, jugé trop libéral, il est limogé, il est renvoyé, et son statut est vidé de sa signification politique, parce que lors des élections, son successeur, également un socialiste, mais beaucoup plus dur et beaucoup moins au fait, beaucoup moins conscient des contradictions politiques que le pourrissement de la situation en Algérie risquait inéluctablement d'entraîner, Nejlen va truquer éhontément le scrutin dans le collège musulman. D'ailleurs,
on parlera, je crois que c'est à l'initiative du Canard enchaîné que l'on doit l'expression, d'élections à l'algérienne pour caractériser des élections dont le résultat est manifestement, éhontément faussé. Alors, comprenons-nous bien, je ne dis pas que si Yves Châtaigneau avait pu mettre en place son statut, cela eût à coup sûr empêché la dérive que l'on a connue dans les années suivantes, mais je dis, à coup sûr, là, que ça a été la dernière occasion, à supposer que c'en fut une réellement, mais c'était la dernière occasion pour faire en sorte que l'on ne dérive pas vers un conflit incontrôlable et tragique. Alors, vous êtes des gens intelligents et je voudrais quand même vous rappeler quelque chose de fondamental quand on parle français. C'est la différence entre le drame et la tragédie. C'est Albert Camus qui, je crois, l'a très bien formulé. Le drame, il dit, c'est pas très bon parce qu'il y a le bon, il y a le méchant. Il y a les gens bien, il y a les salauds. Ça fait un mauvais film d'Hollywood, vous comprenez? Tandis que la tragédie, c'est Antigone. C'est l'une des parties a raison et son adversaire n'a pas tort. Et en ce sens-là, de mon point de vue, le conflit en Algérie relève davantage de la tragédie que du drame. Alors là aussi, c'est un peu comme sur Polanski, ce que je raconte est probablement culturellement assez inaudible pour vous. Mais précisément, mon boulot, c'est aussi de ce point de vue de vous conduire ou d'essayer de vous conduire à réfléchir par vous-même. Alors reprenons le déroulé des événements. En apparence, pas grand-chose. En sous-main, si. En sous-main, au sein du mouvement national algérien, des impatiences, des conflits. Et c'est finalement ce que va révéler les événements du 1er novembre 1954, dans un contexte politique que je me dois d'expliciter, parce qu'il a probablement beaucoup compté. Les diapos que j'ai proposés à votre réflexion, donc cette photo de ce groupe des 6 dirigeants quasi inconnus, il faut le dire, du Front de Libération Nationale qui émerge tout de suite comme ça à l'occasion de la Toussaint de 1954, cela appelle toute une série de commentaires. Le premier point que je me dois d'expliciter, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment, dans l'historiographie officielle algérienne, le 1er novembre 1954 est la date fondatrice. Alors qu'en fait, il ne s'agit que de quelques attentats, et contre des cibles sur la pertinence desquelles on pourrait longuement discuter. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la prise du pouvoir sur le mouvement national algérien par le Front de Libération Nationale, le FLN, qui estime que les vieux leaders nationalistes issus de l'étoile nord-africaine
issus du vieux messalillage et qui peuvent s'incarner dans des gens comme Ferhat Abbas, ne représentent pas, sont trop complaisants avec la puissance tutélaire française et qu'il faut donc une nouvelle voie. Et c'est cette valeur symbolique, le FLN prend le relais en choisissant la stratégie des attentats, qui fait que plus que la portée militaire de ce 1er novembre 1954, le FLN retient la portée symbolique, c'est lui et lui seul qui désormais estime avoir vocation à incarner le combat national algérien. Donc c'est la victoire du FLN sur les autres organisations algériennes. Alors, en termes de politique algérienne, ce choix-là est évidemment tout à fait judicieux et personne ne peut le contester. Mais c'est, il faut en être conscient, un choix politique, plus qu'un choix militaire. En termes d'importance dans la rupture, les événements de 1945 sont bien plus importants. Et si on veut à tout prix choisir une rupture après, alors pourquoi ne pas prendre l'extension de l'insurrection à la Kabylie en 1955 ? Où là, il est clair qu'on rentre dans une logique de guerre. Pourquoi ne pas prendre le congrès de la Soumam, où le FLN parvient finalement à unifier sous son autorité toutes les forces nationalistes algériennes? Pourquoi prendre cette petite nuit bleue d'attentats, bon, certes, qui font des victimes, ignobles, tout ce que l'on veut, mais quand même, c'est pas un événement déterminant, si ce n'est qu'il traduit la volonté politique du FLN de dire maintenant basta, stop, ça suffit, on négocie pas, on discute plus, on agit, et le pouvoir est au bout du fusil. C'est plus donc, pour que les choses soient très claires pour vous, la manière dont le FLN a pris le contrôle du mouvement national algérien, qui devient là l'élément central de ce choix. Symboliquement, le 1er novembre 1954, dès lors, va marquer le début de la guerre. Historiquement, c'est archi faux. Comme je viens de vous le montrer, la guerre, elle a commencé avant ou elle commencera après. Elle a, dans ses racines profondes, commencé avant, évidemment. Elle n'apparaîtra au grand jour, nécessitant l'emploi de la force armée du côté français de manière de plus en plus intensive, n'est-ce pas, qu'après. Si bien que ce 1er novembre 1954, les autorités françaises se doivent de réagir à quelque chose qui finalement ne leur apparaît pas immédiatement comme étant une rupture fondamentale. Je vous ai invité à vous garder réellement de ce péché mortel qu'est en histoire l'anachronisme. Je vous mets solennellement en garde contre toute forme de lecture rétrospective des événements et qui rationalise a posteriori, parce que vous connaissez la fin du film. Et c'est à travers cette exigence que je vous demande de bien analyser
les réactions du gouvernement Pierre Mendès France et de son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on glose sur la réaction de François Mitterrand au Conseil de la République, donc au Sénat, au Palais du Luxembourg, et sa formule fameuse, l'Algérie, c'est la France. Ben oui. Ben oui. Quand vous avez, si vous me permettez une comparaison, mais qui n'est pas pertinente, mais qui va juste vous stimuler intellectuellement, quand vous avez une série de Nuits Bleues en Corse, je ne sais plus quel canal du FLNC hystérico-débile. Bon. Les autorités de la République, quelles qu'elles soient, partent du postulat que la Corse c'est la France, quelles que soient ses spécificités, c'est la France. Et qu'on n'en a pas à négocier, y compris si la régionalisation a confié le pouvoir, pouvoir dans la région Corse à des nationalistes. Donc, la réaction du gouvernement en 1954, elle est, je dirais, strictement basique dans le cadre de la légalité républicaine qui conçoit que la République française est une et indivisible. En plus, culturellement, politiquement parlant, en termes de formation des citoyens, l'Algérie, elle est sur chaque mur de chaque salle de classe de France, partie intégrante de l'entité qui s'appelle l'Empire, et grâce auquel, je l'ai dit tout dans la dernière vidéo, et donc je le répète, la France avait été partie prenante à part entière dans la victoire de 1944-1945. Donc, point de tartufferie intellectuelle aujourd'hui en disant « Ah, quels salauds, quels incapables !» Non. Non. Ils sont des hommes de leur temps, dans leur formation intellectuelle, dans leur formation idéologique, dans leur formation citoyenne, et ils ne peuvent pas réagir autrement. Ils n'ont pas l'outillage intellectuel pour réagir autrement. Donc, vous voyez bien que je nuancerai cette période-là, symbolisée par la diapo où vous avez Mitterrand et Mendès France côte à côte. Et je vais aller encore plus loin, si vous me le permettez. Je pense qu'il faut aussi contextualiser par rapport à ce que vient de réussir le gouvernement Mendès France avant ce 1er novembre 1954. Je rappelle le film. Une majorité de droite à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, mais qui confie à un homme de gauche, Pierre Mendès France, le soin d'exercer le pouvoir après la catastrophe indo-chinoise, la défaite de Dien Bien Phu. Et Mendès réussit ce pari un peu fou, qui est de faire la paix en un mois en Indochine. Ce sur quoi on s'était cassé les dents en 1945, 46, 47. J'ai été, je crois, quand nous avions la chance de pouvoir nous rencontrer de visu, d'une sévérité totale à l'endroit du général de Gaulle, que j'accuse, et je le répète, d'avoir délibérément saboté tous les efforts de paix en Indochine menés par les débuts de la 4e République.
ou la fin du gouvernement provisoire de la République française, si on veut parler stricto sensu, puisque c'est le gouvernement Paul Ramadier qui est le premier gouvernement de la 4ème République à compter de janvier 1947. De Gaulle, et c'est clair dès sa lettre de démission de janvier 1946, a jeté de l'huile sur le feu, comme d'ailleurs, nous y reviendrons plus tard, il jettera de l'huile sur le feu sur le conflit algérien. Donc Mendes réussit à retourner par un tour de force fascinant à analyser la défaite militaire française en succès diplomatique français à la conférence de Genève. La France, si vous voulez, alors qu'elle a subi une défaite humiliante, 14 ans après la débâcle de 1940. La France, malgré ce désastre militaire, redevient un acteur sur la scène de la négociation internationale. Dans la foulée, que fait Mendes ? Mendes va en Tunisie. C'est le fameux discours de Carthage. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il jette les bases de l'indépendance des protectorats de Tunisie et du Maroc. Alors, c'est des protectorats. Ce sont des protectorats, pardon, pour causer français. Ce sont des protectorats, mais évidemment, ces protectorats, l'annonce de leur indépendance prochaine a un effet boomerang terrible sur le mouvement nationaliste algérien. Donc, c'est tout ce climat-là qui compte. La politique menée par Mitterrand comme ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France en Tunisie va consister à républicaniser, pour faciliter cet accès à l'indépendance, la police tunisienne en mettant en place des cadres métropolitains qui ne sont pas intellectuellement contaminés par l'état d'esprit des colons. Et ce sont les mêmes qui, au lendemain du 1er novembre 1954, tout naturellement, disent la seule négociation, c'est la guerre en Algérie. Parce que l'Algérie, c'est la France. Que aujourd'hui, ça vous paraisse inconcevable. Je l'entends. Mais une démarche historienne sur cette problématique-là nécessite que vous fassiez cet effort, difficile évidemment, mais nécessaire, de retour sur vous-même sur cette affaire-là. De bien comprendre comment, intellectuellement, idéologiquement, culturellement, humainement, et je vais dire républicainement, Mendes et Mitterrand ne pouvaient pas réagir autrement. Je m'arrête là pour cette deuxième vidéo, parce que je dois vous avouer que ma nullité technique pour mettre ensuite ces vidéos en ligne fait qu'avec le faible débit Internet que nous avons dans nos montagnes pyrénéennes, dans cette période de confinement, et fait qu'il faut des plombes ensuite pour arriver à les mettre en ligne. J'essaierai de trouver demain, entre quelques affaires municipales un peu délicates à régler, mais le temps de pouvoir m'adresser à vous. Merci de votre attention.